Yorana, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir sur TNTV. Installez-vous, voici les titres de ce 9 juillet. La mort à 11 ans en pleine session de surf. Le drame à Tautira après la chute d'un arbre. Un deuxième enfant est toujours dans un état grave. Entre doléances et urgences, la fin de tournée du syndicat majoritaire Police FO à Pirée. Quel dossier sur la table? Notre journaliste Nicolas Pérez est avec Grégory Joron, secrétaire général unité Police FO. Suspendue mais pas levée, la frappe joue la carte de l'apaisement. Une pause dans la mobilisation. Oui, mais jusqu'à quand? Explication dans ce journal. Enfin, clap de fin pour les mini-jeux du Pacifique et Tahiti, grand gagnant de Palau. Parole de championne en direct sur TNTV. Kelei et Keala, c'est l'histoire incroyable de jumelles et qui ont écrit plusieurs victoires en or à 4 mains. C'est une actualité lourde qui nous emmène ce soir à Tautira. Cela devait être une session de surf. La séance a pris les traits d'un drame. Hier, en début d'après-midi, un arbre est tombé sur 2 enfants qui se trouvaient hors de l'eau. L'un d'eux est décédé. Davidson Bennett. C'est au lotissement à Papatea de Tautira qu'un arbre déraciné est tombé sur 2 jeunes en pleine session de surf. Le spot, très prisé par les enfants du quartier, est situé en bord de mer. Ils étaient plusieurs à faire du surf. C'est le terrain de jeu des enfants de ce lotissement. Il y a le terrain de volleyball et il y a cette activité dans la mer qu'ils pratiquent. De temps en temps, ils jouent un peu au ballon, mais ça s'est arrivé subitement hier. Ils étaient dans la mer et cet arbre est tombé. L'arbre en question, un haïto, avait les racines principales fragilisées car brûlées à la base. Les pompiers de Taiarapu Est sont intervenus et ont tout tenté pour réanimer le jeune garçon de 11 ans sur place. Il a été évacué par hélicoptère vers le CHPF depuis Taravao, mais il est malheureusement décédé dans la nuit des suites de ses blessures. Vu l'éloignement de Taravao jusqu'à Tautira et vu l'état de la route, c'est encore un appel que je voudrais lancer encore au pays, de se pencher sur la rénovation de cette route de Papatea pour que, en cas d'accident, que les secours puissent arriver le plus rapidement possible. L'autre enfant, également évacué par hélicoptère, est actuellement dans un état critique à l'hôpital du Taoné. Dans l'actualité, cette rencontre entre le secrétaire général du syndicat Unité Police FO et l'adjointe au maire de Pirée, ce syndicat majoritaire en métropole et en Polynésie, a rencontré depuis lundi les autorités, celles du pays et de l'État, sur la table des doléances et des dossiers urgents. Nicolas Pérez est à la direction territoriale de la police nationale. Nicolas, bonsoir. Quels sont ces dossiers, Nicolas ? Bonsoir Laurence. Écoutez, déjà en fait un petit point, le secrétaire général unité FO en fait, Grégory Joron, excusez-moi, c'est son premier passage donc en Polynésie. Cela faisait 20 ans en fait qu'un secrétaire général n'était pas venu sur le territoire polynésien pour se rendre compte en fait du cadre de travail des agents de la DTPN. Aujourd'hui, chose faite actuellement, le secrétaire général est venu à la rencontre des autorités du territoire et des agents bien évidemment. Donc nous allons inviter Monsieur Joron à prendre place. Grégory, bonsoir, merci de votre venue. Aujourd'hui, donc vous avez pu rencontrer en fait les autorités du pays. À l'instant, en fait, il y a quelques minutes, vous avez rencontré les agents de la DTPN. Quelles ont été les doléances des agents et quel dossier avez-vous pu porter en fait au niveau des autorités? Il y a 3 gros sujets qu'on a pu porter déjà à l'endroit des autorités et ensuite présenter évidemment aux agents pour leur montrer l'intérêt, la prise en compte de leurs doléances justement qui viennent s'articuler avec ce projet. Le projet essentiel, c'est l'élargissement, on va dire, de la zone de compétence police nationale. Cet élargissement, il a des intérêts multiples. On a rencontré vraiment des élus
dont sur la commune de Pirae, où on a eu en plus des éléments extrêmement intéressants, où finalement, depuis leur passage en zone police nationale, la délinquance a baissé de 2% chaque année de manière constante. C'est-à-dire que l'action de la police nationale, là où elle se met en place, est extrêmement positive, et nous on estime que lorsqu'il y a une communauté urbaine définie légalement comme elle peut l'être aujourd'hui sur la zone et les agglomérations qui entourent Papeete, ça mérite un regard et une analyse fine pour pouvoir augmenter la compétence police nationale. Pourquoi le faire? Déjà pour avoir un service public de sécurité amélioré, c'est la preuve avec la commune de Pirae, et ensuite c'est vertueux parce qu'il y a une attente majeure de la mobilité des Polynésiens. Et on sait qu'aujourd'hui, si on reste à l'échelle de Papeete, il y a 420 personnels à la DTPN, on ne pourra pas pousser les murs non plus pour avoir une mécanique bien huilée et faire rentrer tous les policiers qui embrassent la fonction de policier national. De quelles compétences parle-t-on exactement? Des compétences territoriales. Aujourd'hui, on est découpé. Il y a d'un côté la gendarmerie avec des villes qui sont gendarmiques, on va dire, et Papeete et Pirae qui sont des villes qui ont une compétence police nationale, une compétence territoriale. Donc moi, on estime que vu l'urbanisation de la zone, vu les risques aussi et les enjeux aujourd'hui, avec aussi une jeunesse qui connaît ces dérives, même en Polynésie, il y a quand même des parallèles assez marquants sur l'aspect de consommation de drogue, de regroupement et de nuisance. Je crois que le système policier est bien plus adapté, pour tout dire, plutôt que le système gendarmique. C'est aussi empiéter en fait sur les compétences de la gendarmerie, je suppose? Non, c'est pas empiéter, c'est juste les redéfinir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des principes de réalité. Quand on a des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui sont dans une continuité d'agglomération, je vous donne un exemple très simple. Les rodéos urbains qui commencent à Roué et qui finissent à Papeete, on pourrait très bien les prendre en compte à Roué avec une présence policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas le modèle gendarmique. Donc voilà. Un dossier aussi récurrent, c'est le rapatriement en fait des agents de la DTPN polynésiens en Polynésie. Où est-ce qu'on en est et est-ce que les autorités vous ont entendu? Mais je pense qu'il faut qu'on ait un discours courageux. C'est-à-dire qu'il y a un premier point qui est lié, c'est l'utilisation des policiers adjoints en Polynésie, comme d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Je vous donne 2 chiffres très importants. Il y a 110 000 gardiens et gradés dans la police nationale. Il y a 5 500 policiers adjoints. Sur la DTPN, ici, on a 420 agents. Il y a 164 policiers adjoints. Donc en fait, la Polynésie, pour des raisons sûrement budgétaires, est traitée d'une manière un peu différente que l'ensemble du territoire national. Et je pense que déjà, il y a une maltraitance parce que ces policiers adjoints ne voient pas leur traitement indexé. Donc ils ont 1 350 €, 1 400 €, alors qu'il y a une vie chère ici qui est présente. C'est la première injustice à régler, parce que je trouve que c'est notre réservoir de policiers de demain, et on les maltraite déjà avec leur premier contact avec l'institution. Et ensuite, il faut évidemment avoir un discours courageux et leur dire que s'ils embrassent la fonction, ils vont être aujourd'hui bloqués par des verrous statutaires de 5 ans ou 8 ans en hexagone. Nous, notre responsabilité, c'est de trouver le chemin de crête qui va permettre peut-être d'assouplir la règle, puisque oui, ça doit être des policiers républicains et français reconnus comme tels, mais en même temps il y a cet éloignement qui doit être aussi un facteur d'assouplissement des règles. Très rapidement, je crois que vous allez rencontrer le ministère à votre retour dès samedi, enfin en tout cas la semaine prochaine. Ce seront des dossiers que vous allez porter clairement? Oui, très clairement, je rencontre pour tout dire le nouveau secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le préfet Hugues Moutou, et forcément je porterai l'indexation des policiers adjoints, c'est une évidence, c'est une injustice, d'autant qu'on sait que sans faire de concours, les gendarmes adjoints volontaires en profitent. Donc sur un même territoire, on a 2 situations qui sont quand même très inéquitables et qui méritent vraiment qu'on s'y penche. Merci beaucoup Grégory. Voilà ce que l'on pouvait dire, Laurence, à l'heure actuelle. À la DTPN, les discussions sont encore en cours au sein de la DTPN. On verra ce qu'il en sortira dans quelques jours. Merci à vous. Merci Nicolas Pérez avec Sam Teinaore. Je vous le disais en titre, il est donc question aujourd'hui d'une grève suspendue. La décision est tombée hier soir. La frappe dit vouloir mettre fin au conflit, mais plus de la même manière. En clair, changement de méthode, le syndicat s'oriente plutôt vers une médiation. Thomas Chabrol et Hemanou Manoutai. Un dernier recours pour tenter de trouver une issue au conflit. Sinon, la grève reprendra, annonce la frappe. Le syndicat met en suspens le mouvement qui devait débuter aujourd'hui. Elle a informé le président du pays par courrier officiel. Un changement de position réfléchi pour le syndicat qui joue la carte de l'apaisement. On attend ce que l'inspecteur du travail nous dise qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que le président ou le pays veulent venir discuter? Est-ce que cette commission qui n'existe pas, bon, c'est ce qu'on nous dit, qui n'existe de conciliation, pour pouvoir trouver une solution. Après cela, désoler la population
on ne pourra pas faire plus. On a fait tous les recours qu'il faut. Mais la démarche du syndicat a comme un air de déjà-vu. En janvier dernier, la FRAPP avait aussi suspendu un préavis avant de lancer une grève 5 mois plus tard, jugée illicite le 1er juillet. Dans ce conflit social étendu à plusieurs services de la fonction publique territoriale, un premier accord a été trouvé la semaine dernière, de quoi sauver la tenue du EIVA. Mais la nouvelle menace de grève pèse à nouveau sur les milieux de la culture et du tourisme. Plusieurs séjours et vols ont d'ailleurs été annulés. Oui, on tient compte de ça parce que nous, on les a maintes reprises répétées hier au soir. L'objectif, c'est de ne pas aller à la grève. On a l'impression que ce gouvernement-là nous pousse à la grève pour diviser la population et nous. Pour autant, la FRAPP maintient son unique point de revendication, augmenter le point d'indice entre 1 200 francs et 1 400 francs. Le syndicat annonce aussi faire appel de la décision de justice du 1er juillet. À Papeete, cette nouvelle école de barman qui a ouvert ses portes. Et derrière ce projet, un passionné formé à Miami. Et derrière le comptoir, des curieux venus apprendre l'art du cocktail. Alors tous à vos shakers et suivez Liora Bounik qui a testé pour vous. Évidemment, on fait parce que il faut pouvoir impressionner un peu le public. Shaker en main, place au chaud. Une nouvelle école de bar voit le jour. Objectif, immersion totale dans le métier. Au programme, 160 heures de formation réparties sur 4 semaines. Et à la clé, une certification professionnelle. Vous savez que la formation, on fait que du fictif, c'est pas d'alcool là. Ce qu'on propose, nous, à Bar Lab, c'est vraiment la pratique, 100% de pratique sur le métier. Et surtout, vraiment être en immersion dans le métier. Par exemple, les journées dureront 8 heures. De l'innovation, c'est vraiment pour être en immersion parce que c'est ça les shifts qui se passent dans le métier. Chaque jour, 6 cocktails à apprendre et à maîtriser, mais aussi l'apprentissage du flair avec des intervenants basés à l'international. Et pour garantir un meilleur suivi, seulement 6 places par session, une formation qui pourrait bien changer la donne sur le territoire. Il y a une demande un peu exigeante dans le sens où les patrons de restaurants demandent souvent des barman un minimum qualifié. C'est quelque chose qui se fait assez rare sur le territoire par manque de formation en fait. Certains sont venus tester l'expérience et le résultat, à la fois amusant et enrichissant. Ça s'est très bien passé. Franchement, Marama que j'ai pu rencontrer à l'occasion est formidable. Il propose de bonnes choses et surtout c'est très formateur pour débuter, pour un débutant. Si la formation attire les curieux, elle pourrait aussi ouvrir la voie à un peu plus de diversité. Agiter un shaker n'est pas réservé qu'aux hommes, pourtant les femmes sont encore bien peu représentées dans ce métier. Je trouve que dans le pays, ici, il y a plus de barmen hommes que de femmes. C'est ce que j'ai pu remarquer dans les différents bars qu'il y a ici. Je pense oui, que ça va apporter beaucoup de diversité. Alors à vos calendriers, la première session démarre début août et les premières places sont déjà prises. À présent, cette page sportive qui se referme Palau. À la fin des mini-jeux du Pacifique, nous faisons les comptes et nous aimons cette couleur de l'or pour Tahiti. Le bilan, tout de suite. Et l'heure du retour pour les 131 athlètes polynésiens engagés dans cette 12e édition des mini-jeux. Image des rameurs, les 25 jeunes sont arrivés tôt ce matin. Dans leur valise, 10 médailles d'or, une en argent, une en bronze. Ils participeront ce samedi au Heivava Mataina. Mais dans leur ligne de mire, il y a surtout les Jeux du Pacifique de 2027. Elles aussi sont de retour de Palau. Elles font partie de ces champions polynésiens qui ont décroché l'or. Et elles ont brillé en tennis de table. Elles sont sur TNTV ce soir. Yorana, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez du centre de performance polynésien, il faut le dire, Kelei et Keleana. Comment êtes-vous entrées toutes les deux dans cette aventure à Palau? Alors, notre aventure a débuté lorsqu'on avait 13 ans. Lorsqu'on a commencé le tennis de table ensemble, de petites filles, on est arrivé à la fédération et tout de suite on a commencé les entraînements avec nos coéquipiers qui sont venus justement nous chercher lorsqu'on était au collège parce qu'on jouait sur les tables d'école. Tout a commencé il y a quelques mois lorsque notre président nous a rappelé pour nous dire qu'effectivement on faisait les mini-jeux à Palau et qu'il fallait se remettre un peu dans le bain. De toute évidence. C'est-à-dire, comment on se remet dans le bain? On reprend les entraînements, clairement, c'est ça. C'est aussi un travail mental où
et de préparation physique, hein, comme tout sport évidemment, mais surtout mental pour des personnes qui sont passées de faire 20 heures d'entraînement par semaine à quasiment peut-être 4 heures. Et vous parlez de stress hein, également. Ça, c'est un obstacle? Alors en compétition, c'est notre plus grand ennemi, car on a vraiment du mal à gérer ce stress lors du match. Et pour justement gérer ce match, ma soeur et moi avons toujours un point d'ancrage, qui est pour ma part justement ma soeur. Et pour la mienne, ma soeur jumelle. Alors justement, c'est cette évidence hein, qui est visible, cette gémellité dans la vie se retrouve effectivement dans le sport. On est 2 fois plus forte quand on est 2. Oui, moi je le ressens directement. Lorsqu'on se retrouve face à face, c'est autre chose, mais quand on est ensemble, c'est peut-être cliché, hein, mais moi je veux plus qu'une personne avec elle et c'est ce qui fait notre force. Mais ça veut dire qu'à un moment, l'une peut remplacer le coach? Alors, par exemple, en championnat par équipe, on avait un coach, c'était une femme, et à ce moment-là, j'avais pas très bien débuté ma compétition. Donc, elle a bien vu que je n'étais pas bien, que mentalement, j'étais beaucoup stressée. Et du simple regard, elle m'a dit va voir ta soeur jumelle, elle saura quoi te dire. Et je suis directement partie la rejoindre. Et à ce moment-là, j'ai su ce qu'il fallait faire. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous n'êtes pas seul, hein. Il y a une autre paire de jumeaux polynésiens en tennis de table. Du coup, comment est-ce que vous avez vécu cette compétition à 4? Au final, on a vécu un peu à 4, en étant une team de jumeaux, on va dire, parce qu'on a commencé pratiquement en même temps. Et il faut savoir que lorsqu'on a joué avec eux, ça a toujours été nos doubles mixtes. Moi avec mon jumeau et elle avec son jumeau. On commence avec beaucoup d'appréhension quand même, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus joué avec eux. Et de l'appréhension, mais surtout de la gagne. Peu importe le temps qu'on a pu jouer ensemble, tu reviens en compétition, seule la gagne, quoi. La gagne, c'est l'or. Est-ce qu'on peut faire les calculs pour les téléspectateurs? Bien sûr. Alors, pour ma part, on a eu 4 catégories pour les femmes et j'ai remporté toutes les 4 catégories en ramenant les 4 médailles d'or. Pour la mienne, ça sera 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Malheureusement, aucune en double mixte. Je suis sortie en quart de finale avec mon partenaire. Et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand on décroche l'or? Alors, quand on décroche déjà la première médaille d'or, c'est un soulagement et une confiance en soi qu'on a tous eu avec l'équipe, notre jeune équipe, parce qu'on est les plus âgés de notre team. Et donc, pouvoir mener un peu nos jeunes, à pouvoir avoir plus confiance en eux lors de cette compétition était extrêmement importante pour elle et moi, sachant que j'ai été nommée capitaine de la team. Donc, il fallait bien quand même mener cette première journée haut la main et essayer d'aller chercher la médaille d'or. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on revient d'une compétition exigeante comme celle-là? La suite, c'est quoi? C'est un spa ou un retour à la compétition? Non, c'est un très beau dodo d'une longue semaine, s'il faut. Mais beaucoup de nostalgie au retour du voyage, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de fatigue, que tu as envie de terminer cette compétition. Ça fait du bien de revenir et de se reposer, car le repos est le plus important. Merci Kelly et Keala. Rappelons que vous êtes médaillée d'or en tennis de table au mini-jeux du Pacifique. Félicitations. Merci. Et merci d'être passé par TNTV ce soir. Avec plaisir. Le classement définitif à présent. Tahiti, grand gagnant de ces mini-jeux avec 142 médailles. C'est historique, 72 en or. Un écart considérable avec les autres nations. 27 médailles pour les Fidji et les Samoa. Et ce sera 5 en bas de classement pour les Palaos et les îles Marshall. Voilà donc qui clôture cette page spéciale des mini-jeux du Pacifique. C'est la fin de ce journal. À suivre la série Tahiti Inc. à 19h05. 20h20, le deuxième documentaire de la série Painou à la dérive. Puis plongé au cœur du Heiva avec pour finir la prestation de la troupe Tapairu Tahiti. Et à 19h25, votre magazine quotidien sur TNTV. L'actualité en temps réel, vous le savez, c'est sur tntvnews.pf. Excellente soirée. Retrouvons-nous demain si vous le voulez bien. Merci.